Monsieur le ministre, Éminence, Monsieur le grand imam, Mesdames, Messieurs, chers amis, un grand merci tout d'abord pour cette invitation à vous parler d'un sujet en quelque sorte intemporel qui est cette relation complexe entre le commerce, l'échange commercial et les valeurs. Et quel meilleur endroit pour en parler qu'une ville, Beyrouth, et un pays, le Liban, situé depuis longtemps au croisement d'une multitude de valeurs différentes, celles de l'Orient, celles de l'Occident, les valeurs islamiques, les valeurs chrétiennes et bien d'autres influences culturelles et religieuses. Mon point de départ est que la mondialisation, c'est-à-dire l'interdépendance croissante entre les individus de notre planète, cette distinction de plus en plus ténue entre ce qui est proche et ce qui est lointain, affecte désormais toutes les dimensions de nos sociétés. Et les entreprises sont à la pointe de cette évolution, de cette révolution, dirais-je, même si nous savons que la mondialisation ne se cantonne pas à sa seule dimension économique, mais en tant que principaux acteurs de la mondialisation, les entreprises en sont ainsi, en quelque sorte, les principaux responsables. La mondialisation, nous le savons, apporte des bienfaits considérables. Elle permet aux entreprises, mais aussi aux particuliers, aux États, d'aller à la rencontre du monde, de le faire de manière plus rapide, plus complète, moins coûteuse que jamais. Elle permet aussi au monde de venir à leur rencontre. Mais cette mondialisation produit aussi des méfaits, comme la destruction de l'environnement, l'instabilité des marchés financiers, les déplacements de population et la croissance des inégalités qui est souvent source légitime d'instabilité politique. Aujourd'hui, cette mondialisation est en quelque sorte un processus aussi irréversible que mal maîtrisé. C'est un processus que les États-nations ne peuvent pas maîtriser seuls, et c'est un processus qu'ils peinent à maîtriser collectivement. Et ce déficit de gouvernance globale fait naître un sentiment de dépossession parmi de nombreux citoyens de cette planète. Ils se sentent dépossédés de leur destinée, dépossédés d'agir sur le plan local face à des changements qui ont lieu à un niveau mondial qu'ils ont le sentiment de ne pas ou de ne plus contrôler. Le sentiment répandu qu'on ne peut rien faire et que notre propre gouvernement ne peut guère faire mieux, a des conséquences sérieuses qui devraient nous préoccuper. D'abord, une défiance accrue des citoyens envers les gouvernements, envers les autorités, et ensuite, cette impression que ce processus informe de mondialisation échappe à tout contrôle. Et cette situation, loin d'inspirer confiance dans le processus de mondialisation, crée une sorte de peur de l'avenir dans certains pays ou dans certaines catégories de nos populations. Et cette peur peut devenir une menace pour la paix. Comment donc cette interdépendance peut-elle être mieux gouvernée? À mon sens, à partir de 3 éléments fondamentaux. D'abord, et ça ne vous étonnera pas ici ce matin, les valeurs. Mon sentiment, mon expérience, est que sans un socle de valeurs commun à l'échelle mondiale, il n'y aura pas de sentiment d'appartenance à une communauté mondiale, même embryonnaire. Cet ensemble de valeurs communes à l'échelle mondiale
devra bien sûr coexister avec des préférences particulières, nationales, régionales, locales, individuelles, au sein d'un processus d'apprentissage réciproque. Deuxièmement, la légitimité. Les acteurs d'une gouvernance globale doivent avoir une légitimité suffisante et cette légitimité est problématique. Nous en connaissons les formes à l'intérieur du système des États-nations qui reste la matrice unique de création de la légitimité politique. Et pourtant les acteurs de cette gouvernance globale doivent aussi être capables de rendre des comptes. Sans cette légitimité, il n'y aura pas de gouvernance qui soit acceptée par les citoyens. Et nous en connaissons certaines des formes, par exemple la responsabilité sociale des entreprises, qui peut, à mon avis, y contribuer, même si je n'en ferai pas une recette miracle. Le fait que des associations, confessionnelles ou non, de dirigeants d'entreprise, s'attachent à promouvoir cette responsabilité des entreprises est, à mon avis, positif, doit être encouragé, et je crois que, comme d'autres ce matin, je ne peux que saluer le travail que effectue l'UNAPAM depuis quelque temps sur cette question des valeurs dans l'économie. Et je pense aussi que votre présence en grand nombre ici témoigne de l'intérêt que cette initiative, que la Konrad Adenauer Stiftung supporte, montre qu'il y a dans cette direction à chercher. Troisième élément d'une gouvernance un peu moins pointillée ou sporadique, une efficacité de manière à être capable d'articuler de manière légitime, sur la base d'un socle de valeurs, ces valeurs et des intérêts spécifiques ou différents. Et là encore, les entreprises jouent évidemment un rôle majeur, puisqu'elles sont confrontées à ces arbitrages entre des intérêts et des valeurs en permanence. L'entreprise doit-elle favoriser sa croissance, sa part de marché, son profit, la qualité, la quantité, le bien-être ou l'implication des travailleurs? S'agit-il de satisfaire d'abord les consommateurs ou les actionnaires? Quid de l'impact sur des biens globaux comme l'environnement? On sait bien, et vous savez bien dans votre vie quotidienne, que ces choix, parfois difficiles, font partie d'une attitude responsable. Alors comment les choses se présentent-elles, vues, si je puis dire, de l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'organisation internationale spécialisée dans la régulation multilatérale de l'échange commercial. Bien que le commerce ne soit qu'une des dimensions de la mondialisation, elle en est évidemment une des plus visibles, et pour cette raison, le système de règles multilatérales, le système d'administration de ces règles multilatérales qui constitue l'OMC est un des acteurs majeurs de cette gouvernance mondiale d'aujourd'hui. L'OMC englobe des valeurs, elle fait intervenir divers types d'acteurs et elle offre une procédure d'arbitrage en cas de conflit entre les valeurs et les intérêts commerciaux de ses membres. Elle porte d'ailleurs en quelque sorte en elle-même une valeur universelle. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte devenu, à la suite d'expériences historiques diverses et parfois catastrophiques comme la vague de protectionnistes qu'on a connue
dans les années 1930, à la suite de ces catastrophes qui, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, ont porté leçon, le système de régulation de l'échange international est devenu un bien public mondial. Pourquoi un bien public? Parce que cette ouverture des échanges sans discrimination présente effectivement les caractéristiques d'un bien public. Il permet de réduire les distorsions de prix, il encourage les pays et les acteurs de l'économie à se spécialiser, ceci génère des efficiences qui bénéficient au monde dans son ensemble, même si la répartition de la valeur générée par ces efficiences reste essentiellement une affaire nationale pour des raisons de légitimité que j'évoquais à l'instant. Elle est l'organisation la plus à même de fournir ce bien public mondial, une ouverture des échanges sans discrimination, puisqu'elle est le seul espace multilatéral de régulation des échanges. Mais elle intègre aussi d'autres valeurs, d'autres biens publics mondiaux dans sa constitution, dans sa charte juridique. D'abord parce que le préambule des accords de l'OMC énonce expressivement que l'expansion des échanges doit avoir lieu en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, ce qui, nous le savons, par définition, impose la prise en considération d'autres valeurs fondamentales que celles de l'ouverture des marchés, par exemple la protection de l'environnement, les droits de l'homme, la santé ou d'autres valeurs sociales. Un deuxième principe a été établi dans la relation de ce bien public qu'est un système d'échange ouvert et le reste des normes internationales lorsque le tribunal de l'OMC a jugé qu'il ne fallait pas, et je cite, isoler cliniquement les dispositions des accords de l'OMC, leur interprétation du reste du droit international public. Ce qui signifie que ce système n'est qu'un élément d'un système plus global qui inclut d'autres ensembles de droits et d'obligations, et aucune priorité n'est donnée aux normes de l'Organisation mondiale du commerce par rapport aux autres normes qui sont en vigueur dans le système international. D'où la nécessité, évidemment, d'assurer une cohérence globale dans l'interprétation, dans l'application de toutes ces valeurs, de tous ces droits et de toutes ces obligations. Et d'ailleurs, quand on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit que le Liban a joué un rôle important dans la construction de cette sorte de droit commercial harmonisé. Les Phéniciens, qui habitaient la côte libanaise au temps lointain de l'Antiquité, ont eux-mêmes formé un premier corpus de règles, à l'époque, sur le commerce maritime international. Et certains des concepts qu'ils ont inventés à l'époque sont encore en vigueur aujourd'hui, ce qui montre d'ailleurs que ces droits évoluent et qu'ils s'enrichissent par l'apport des cultures et qu'il devra en être de même dans l'avenir. Regardons un instant comment l'Organisation mondiale du commerce aborde cette question des valeurs. Sa valeur phare, qui est l'ouverture des échanges, d'autres valeurs environnementales, sociales, et comment, en quelque sorte, elle fait progressivement droit à d'autres acteurs que les États-nations souverains qui composent cette organisation, et notamment la société civile, qu'il s'agisse du monde des entreprises, qu'il s'agisse des syndicats, ou qu'il s'agisse de mouvements de la société civile plus thématiques, comme nous les connaissons dans le monde d'aujourd'hui. La valeur fondamentale, je l'ai dit, sur laquelle repose l'OMC, c'est l'idée que l'ouverture des échanges favorise le bien-être. Parce qu'elle est génératrice d'efficience, parce qu'elle permet une meilleure exploitation des ressources naturelles ou humaines. L'expérience nous dit
que les pays qui ont ouvert leurs échanges ont produit plus de bien-être que ceux qui ne l'ont pas fait, et que ceux qui l'ont fait davantage en ont produit plus que ceux qui en ont fait moins. Mais le principe qu'il y a derrière la vertu de cette efficience créée par l'ouverture des échanges, c'est la non-discrimination, qui est une valeur, vous savez toutes et tous, qu'on la retrouve dans bien d'autres endroits de la régulation juridique de nos pays ou de notre monde. Cette valeur de non-discrimination fait en quelque sorte partie de ce socle que j'évoquais tout à l'heure. Dans le cas du commerce, ça veut dire que les exportations de biens et de services de tous les membres sont traitées de la même manière. Ceci implique évidemment des objectifs, des mécanismes de transparence, autre valeur commune au système d'échange international et à bien d'autres endroits de la vie internationale, et une certaine stabilité et certitude quant aux relations commerciales des entreprises et des États, dans la mesure où les engagements d'ouverture pris à l'OMC sont juridiquement contraignants. Il y a d'ailleurs, au-delà de ce corpus central, bien d'autres éléments périphériques qui peuvent aussi aider à lutter contre la mauvaise gestion des affaires publiques ou par exemple la corruption. Donc ça, c'est le corpus central, mais l'OMC reconnaît aussi d'autres valeurs que celles d'ouverture des échanges avec ses effets d'efficience. Elle a toujours reconnu, y compris du temps du GATT qui a précédé l'OMC entre 1947 et 1995, que d'autres valeurs légitimes pouvaient justifier des mesures contrevenant en quelque sorte à cette valeur a priori de l'échange. Les pays ont toujours eu le droit, et ont toujours le droit à l'OMC, de déroger à telle ou telle obligation d'accès au marché pour protéger, par exemple, la moralité publique, la santé ou l'environnement. Et cette articulation fait partie de la charte constitutive de l'OMC. Chaque membre a le droit de déterminer les valeurs auxquelles il accorde la priorité et le niveau de protection, y compris commercial, qu'il juge adéquat pour assurer la réalisation de ces valeurs. Et le contrôle qu'exerce l'OMC consiste uniquement à établir que lorsqu'un membre de l'OMC déroge à ce principe d'ouverture, il le fait de bonne foi, au nom d'une valeur qui lui est spécifique, et qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'un protectionnisme déguisé. Et ce contrôle est exercé de diverses manières, y compris par les membres eux-mêmes, au titre de ces systèmes de revue par les pairs, pour rester dans la langue de Molière, mais aussi au titre d'un mécanisme de règlement des différends très très particulier, puisqu'il est le seul dans le système international à avoir un caractère effectivement contraignant. Les acteurs principaux de l'OMC demeurent les gouvernements. C'est une organisation intergouvernementale. Les décisions y sont prises par les États-nations souverains, par consensus et sur le principe d'un État, une voix. Pour autant, les États ne sont plus les seuls intervenants dans les processus de négociation, d'administration de l'OMC, qui s'est petit à petit ajusté à des demandes émanant de la société civile, y compris au cours des dernières années, faisant droit à une revendication, somme toute assez compréhensible, selon laquelle les États ne sont pas forcément les seuls à posséder
la légitimité nécessaire, même si juridiquement c'est exact, dans les faits, pour permettre la prise en compte de points de vue différents. Et c'est ainsi que l'OMC a appris petit à petit à faire participer la société civile à son action. Elle fait par exemple tous les ans un grand forum public pendant 2-3 jours, qui est une opération porte ouverte, et où toutes les organisations de la société civile qui portent un intérêt aux questions d'échange international peuvent organiser elles-mêmes des débats, des séminaires. Bien entendu, il y a une relation qui a cru ces dernières années avec les milieux universitaires, les milieux académiques. Je rencontre moi-même régulièrement un certain nombre d'organisations de la société civile, mais on va maintenant encore plus loin, puisque, y compris dans le mécanisme de règlement des différends, les organisations de la société civile peuvent intervenir sous forme d'amicus curiae dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC, ce qui est une manière de reconnaître que leur point de vue, y compris dans ces processus juridiques extrêmement complexes, peut intervenir. Ce mécanisme de règlement différent est, je l'ai dit, contraignant, ce qui implique que le non-respect par un membre de l'OMC du résultat d'un litige donne lieu à des sanctions. Si les parties au litige ne se conforment pas à la décision qui est rendue par le système de règlement des différends, alors, et c'est un cas unique dans le système international, des sanctions peuvent intervenir. C'est très efficace, c'est un gros impact sur la visibilité de l'OMC dans le système international, parce qu'elle émerge en quelque sorte avec une force contraignante tout à fait particulière que d'autres organisations internationales, à commencer par le système des Nations Unies, n'ont pas. Donc cette visibilité est d'un certain point de vue un atout, parce qu'elle ajoute à la crédibilité du système. Elle a aussi quelques inconvénients. Comme chacun sait, en politique, la visibilité peut avoir quelques avantages, elle a aussi parfois quelques inconvénients, et notamment dans cette idée qui se répand parfois, selon laquelle, parce qu'il n'y a de sanctions en dur que dans un endroit de cette gouvernance internationale qu'est l'Organisation mondiale du commerce, alors ceci signifie que c'est le commerce qui prend le pas sur d'autres pans de la gouvernance mondiale, la santé, l'environnement, ou les droits humains ou sociaux fondamentaux. Je voudrais dire en passant que cette vision qui existe est erronée et que la réalité est tout autre. En réalité, l'Organisation mondiale du commerce, ses règles, son administration, son mécanisme d'arbitrage des différends prévoit bien que, dans certaines circonstances, les valeurs non commerciales peuvent prendre le pas sur les valeurs commerciales, à condition évidemment, et ceci est vérifié au cas par cas, que cette mesure restreignant l'échange soit nécessaire au but poursuivi au nom d'autres valeurs que celles de l'échange. Et je cite une décision célèbre de ce tribunal qui dit que plus cet intérêt commun ou ces valeurs communes, intérêts communs ou valeurs communes, sont vitaux ou importants, plus il sera facile d'admettre la nécessité d'une mesure de restriction des échanges conçue comme une mesure d'application de ces valeurs. Donc, pour conclure, après ce bref survol de la manière dont concrètement l'Organisation mondiale du commerce articule valeurs, commerce, valeurs et échanges commercial, et revenir à ce thème global qui est celui de la gouvernance, si possible moins pointillé, moins sporadique, moins inefficace
de l'économie mondiale, je dirais qu'une meilleure gouvernance repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, j'y reviens, une communauté de valeurs que le monde doit peu à peu construire au fur et à mesure qu'il s'intègre sous l'effet des forces de la technologie et de l'économie. Deuxièmement, lorsque ces valeurs sont en conflit ou lorsqu'elles sont en conflit avec des intérêts que représente la raison d'État de ce qui demeure le souverain du système international westphalien que nous avons aujourd'hui, il faut des mécanismes d'arbitrage, si possible contraignants pour en assurer la crédibilité. Et enfin, il faut davantage de légitimité, de telle sorte qu'on ne rentre pas dans un système où une gouvernance internationale, supranationale, soit bâtie dans une couche qui soit hors de portée de la volonté et du sentiment des citoyens. Dans cette construction d'un corpus de valeurs mondiales, je crois que nous avons tous, à chaque niveau, local, national, supranational, politique, économique, social, environnemental, un rôle à jouer. Et je reprendrai volontiers sur ce thème un passage de la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, que je cite. La gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire, articulée à de multiples niveaux et sur divers plans qui collaborent entre eux. La mondialisation réclame certainement une autorité, puisqu'est en jeu le problème du bien commun qu'il faut poursuivre ensemble. Cependant, cette autorité devra être exercée de manière subsidiaire et polyarchique, pour d'une part ne pas porter atteinte à la liberté et d'autre part être concrètement efficace. Je crois que ce message, où on retrouve sans surprise cette notion d'autorité publique universelle qui a habité la doctrine sociale de l'Église, en gros, depuis Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle, est un appel au gouvernement, bien sûr, dans leur politique nationale et internationale, mais un appel à la société civile, évidemment aux entreprises et à leurs responsabilités sociales. Et je crois que c'est d'ailleurs en ce sens que cette convergence que l'UNIAPAC et MAM tentent de réaliser va bien dans ce sens. Ce lien puissant entre les valeurs et l'économie, entre les valeurs et le commerce, d'autant plus puissant que notre monde va continuer à s'intégrer, doit amener les différents acteurs, entreprises, gouvernants, société civile, à s'exprimer, à s'impliquer dans les enceintes de gouvernance globale, y compris à l'Organisation mondiale du commerce, et ils doivent ensemble continuer à y œuvrer pour essayer de parvenir à cet équilibre, toujours instable, toujours insatisfaisant, mais que l'on peut améliorer entre des objectifs et des valeurs différents, légitimement différents, parfois divergents, légitimement divergents, de manière à assurer cet sentiment de communauté globale. Et je crois que de ce point de vue, et ce sera mon propos de conclusion, il reste beaucoup à faire pour, en quelque sorte, réhumaniser cette mondialisation. La logique profonde du capitalisme de marché globalisé, cette logique d'efficience, ne doit pas perdre son sens. Son sens, c'est de générer du progrès humain,
d'apporter à toutes celles et à tous ceux auxquels, de droit ou de fait, elle est encore refusée aujourd'hui, une valeur essentielle, la dignité. Et sur ce point, mon propos rejoindra sans surprise celui du cardinal qui préside aux destinées de Justice et Paix. Cette dignité est probablement le socle du socle du socle de cet ensemble de valeurs globales auxquelles il nous faut travailler. Il y a 1000 moyens de progresser, y compris dans des systèmes de sécurité sociale, de cohésion sociale, qui, à mon sens, deviennent de plus en plus cruciaux au fur et à mesure que la force, parfois la violence, des chocs et des fractures de la mondialisation se fait sentir. Quand j'ai commencé, il y a maintenant près de 8 ans, mon mandat de directeur général de l'OMC, j'ai proposé à l'époque une sorte de concept qui serait de créer un nouveau consensus. Je l'avais appelé à l'époque le consensus de Genève, en quelque sorte par opposition au consensus de Washington, dont l'objet serait précisément de maîtriser la mondialisation pour l'humaniser. Je terminerai ces 2 mandats à la fin de l'été avec le même objectif en tête. Je crois que c'est le vôtre, de manière légitime. Je crois qu'il reste beaucoup de chemin à faire dans cette direction, mais l'essentiel, je crois, c'est de choisir la bonne direction, même si le chemin peut parfois être ardu ou pénible. Je crois que c'est celle que nous partageons dans cette enceinte. Merci de votre attention.